Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 4. La clé du document. Quand je fus seul, je me mis à classer des géodes siliceuses qu'un minéralogiste de Besançon venait de nous envoyer. Je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses, au-dedans desquelles s'agitaient de petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissai aller alors, dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumai ma pipe à long tuyau courbe, dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue, puis je m'amusai à suivre les progrès de la carbonisation. De temps en temps, j'écoutais si quelque pas retentissait dans l'escalier. Mais non, où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur avec sa canne, d'un bras violent battant les herbes, décapitant les chardons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé ? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui ? Je m'interrogeais ainsi, et machinalement je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série des lettres tracées par moi. Je me répétais « Qu'est-ce que cela signifie ?» Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible. Qu'on les réunît par 2, 3 ou 5 ou 6, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les 14e, 15e et 16e lettres qui faisaient le mot anglais « ice », et la 84e, la 85e et la 86e formaient le mot « sir ». Enfin, dans le corps du document, et à la 2e et à la 3e ligne, je remarquais aussi les mots latins « rota »,« mutabile »,« ira »,« nec atra ». « Diable !» pensais-je, ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document. Et même à la ligne 4, j'aperçois encore le mot « louko », qui se traduit par « bois sacré ». Il est vrai qu'à la 3e, on lit le mot « tabiled », de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les vocables « mer » M-E-R, « arc » mer M-E-R-E, qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. 4 idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots glace, monsieur, colère, cruel, bois sacré, changeant, mer, arc ou mer ? Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement. Rien d'étonnant que dans un document écrit en Islande, il fût question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier. Les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais. Il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventai avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand, dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres craterem et terrestre. Soudain une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour lire ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en fallut d'un rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine,
Et ce rien, le hasard venait de me le donner. On comprend si je suis émue. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire 2 fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs, et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Lisons » m'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table, je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et, sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer? Ah, m'écriai-je en bondissant, mais non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé, il partirait quand même malgré tout, en dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui, et nous n'en reviendrions pas, jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non, ce ne sera pas, dis-je avec énergie. Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et à retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait là un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les chardons et anéantir ce dangereux secret, quand la porte du cabinet s'ouvrit, mon oncle parut. Chapitre 5. Les hésitations d'Axel. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant la promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil, et, la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il donc inopinément se reproduire? Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Cependant, le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrait la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout du canapé, tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse, ses pommettes empourprées, indiquaient assez la lutte terrible avec l'impossible, et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement obsédé de son idée, il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point, et comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant j'avais bon cœur. Pourquoi restais-je muet en pareille circonstance?
dans l'intérêt même de mon oncle. Non, non, répétai-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais. Rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée ? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à dessein ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ? Cela m'eût paru un peu fort. Quoi ? Marthe et moi nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ? Sans doute je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac, fort peu récréatifs chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage, et pour cause, on me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours, son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons, il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger, et il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés, je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis-aller on le retiendrait malgré lui s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons que j'eusse rejetées la veille avec indignation me parurent excellentes. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. « Mon oncle » dis-je. Il ne parut pas m'entendre. « Mon oncle Lindenbrock » répétai-je en élevant la voix. « Hein » fit-il comme un homme subitement réveillé. « Eh ben, cette clé… »« Quelle clé ?»« La clé de la porte ?»« Mais non » m'écriai-je, « la clé du document !» Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras, et sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette, dans ces circonstances, eût intéressé le spectateur le plus indifférent, et vraiment j'en arrivais à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. « Oui, cette clé. Le hasard. »« Que dis-tu » s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. « Tenez, dis-je, en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Lisez. »« Mais cela ne signifie rien, » répondit-il, en froissant la feuille. « Rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. » Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement.
Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. « Oh, ingénieux Saknussemm !» s'écria-t-il. « Tu avais donc d'abord écrit la phrase à l'envers !» Et, en se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conscient en ces termes. « In sneffels joculis craterem quem delibat umbras cartaris Julii intra calendas descende, odas viator et terrestre centrum attinges, cod feci, Arne Saknussen. » Ce qui, de ce mauvais latin, peut être traduit ainsi. Descend dans le cratère de Jokul, de Sneffels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait, Arne Saknussem. Mon oncle à cette lecture bondit, comme s'il eût inopinément touché une bouteille de la haie. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin, ses nerfs se calmèrent, et comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc ?» demanda-t-il après quelques instants de silence. « 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé très vite, je meurs de faim. À table, et puis ensuite... Ensuite, tu feras ma malle. Hein? M'écriai-je. Et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.